Alors maintenant, nous allons passer à Anne-Marie Duguay. Est-ce qu'elle est là, Anne-Marie? Oui, bien sûr. Sur mon papier, c'est indiqué Anne-Marie Duguay. Elle arrive. Elle arrive, Michel. Sinon, après, ce Ok. serait Marguerite Braque. Ah oui, elle est là, Anne-Marie, je viens de la voir. J'appuie sur ça, là. Ouais. Sur ça, là. Ça va? Ah oui, mets-le là. Oui, très bien. Merci. Vous nous entendez bien? Oui. Bonjour à Alors, tout le attends, monde. une minute, Anne-Marie, que je te présente. Ok. Elle va parler quelle place pour l'IA dans la santé des pays émergents, les analyses et recommandations de l'UNESCO. Et Anne-Marie Duguay est à l'Université Toulouse 3. Alors, à toi, Anne-Marie. Merci Michel. Donc bonjour à tous et bonjour à tous nos amis du Québec. Je suis ravie de savoir que vous êtes tous là. Merci à Christian de m'avoir invité pour cette journée de l'IREB dans laquelle effectivement je participe depuis de nombreuses années. Je suis très contente que ça continue. Merci Christian et merci Michel parce que c'est grâce à vous deux que ça continue. Et d'autre part, je voudrais dire que quand Christian m'a invité à participer aujourd'hui, il m'a parlé de la santé globale, effectivement, et de One Health aussi. Donc, et aussi de tout ce qui se passe au niveau international. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler des pays émergents, parce que quand on parle de santé, quand on parle de santé globale, il est évident qu'on a une santé publique actuellement qui est mondialisée. Attends, je vais peut-être avancer. Voilà. On a une santé publique qui est mondialisée et il est évident que s'intéresser à ce que font les autres pays et en particulier les pays émergents, c'est l'objet de ma présentation. Alors j'ai associé deux collègues à ma présentation qui est le docteur Marius Guédoté que nos amis québécois connaissent bien puisqu'il a fait ses études au Québec et donc qui est actuellement à la chaire UNESCO, dans la chaire UNESCO éthique, sciences et société, et il est actuellement au Bénin. Et d'autre part, Tasnim Masmoudi, qui est professeur de médecine légale à l'université de Sousse. Et Christian sait très bien que avec nos amis tunisiens, nous avons vraiment des liens importants. Donc, j'ai associé ces deux personnes pour avoir leur point de vue pratique. Donc, quand on parle de santé globale, ça a été très bien évoqué ce matin, je n'y reviens pas. Et c'est évident qu'on a une transition épidémiologique avec l'augmentation des différentes maladies qui se développent aussi dans les pays émergents. Celles qui étaient, par exemple, maladies cardiovasculaires, obésité, vieillissement, eh bien, c'est dans tous les pays du monde, et notamment en Afrique. Et bien sûr, la diffusion des infections globales. Alors, dans un premier temps, je vais présenter les principes éthiques qui sont dans ces deux déclarations. Alors, effectivement, l'oratrice précédente, et merci beaucoup, a dit qu'il y avait énormément de recommandations. Donc, j'ai choisi ces deux-là parce qu'effectivement, quand on veut parler de mondialisation, on ne peut pas passer à côté de l'OMS. Et bien sûr, avec Michel qui est là aujourd'hui, et étant dans cette chaire UNESCO, on ne peut pas éviter l'UNESCO. Alors, tout d'abord, le rapport de l'OMS de 2021. Ce rapport est intitulé « Éthique et gouvernance de l'intelligence artificielle pour la santé ». Donc là, on est vraiment dans notre sujet. Alors, chacun de ces rapports, on verra aussi pour l'UNESCO, essaie de donner pas une définition, mais en fait, ils retiennent ce que leur groupe de réflexion a utilisé comme base et comme élément sur lesquels ils ont réfléchi. Alors pour l'OMS, l'intelligence artificielle, c'est un système automatisé, informatique, conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie
et avec un objectif défini par l'homme. Donc là, on voit bien que l'homme est bien présent pour faire des prédictions, des recommandations ou pour prendre des décisions influençant les environnements réels ou virtuels. Donc à partir de là, on va voir que ce que le rapport de l'OMS a essayé d'établir, c'est un certain nombre de principes généraux pour l'utilisation, principes généraux pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Alors, avec ces principes sont la protection de l'autonomie, la promotion du bien-être, la transparence, l'intelligibilité et l'explicabilité. Ça vient d'être rappelé précédemment. Et d'autre part, l'OMS a créé cette division qui s'appelle WHO Science Division, qui assure un leadership mondial pour atteindre les objectifs de développement durable. Et là, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Michel Bergeron tout à l'heure pour effectivement voir les questions liées à l'environnement. Alors, on ne peut pas imaginer parler de pays émergents sans évoquer la notion de fracture numérique. Alors, je rappelle quand même que cette fracture numérique, qui est la difficulté pour les utilisateurs à s'approprier les outils numériques, cette fracture numérique, elle est quand même dans tous les pays, quel que soit le niveau d'éducation et l'âge des personnes, hein. Alors, on dit toujours les vieux ne sont pas capables, mais certains jeunes aussi, c'est quelquefois le cas, ou des gens un peu entre les deux. Alors, c'est très facile pour moi de parler de ça. Alors, l'accès au numérique, bien entendu, et notamment en Afrique, l'accès au numérique dépend des infrastructures du pays. Mais pas uniquement en Afrique. Bien sûr, dans le monde. Alors, l'exemple que j'ai retenu, c'est l'Inde. En Inde, on sait qu'ils sont très, très avancés pour tous ces outils numériques, mais il n'empêche que la moitié du pays n'a pas accès à l'électricité. Donc, effectivement, il existe des inégalités et notamment aux USA, j'ai trouvé ça dans le rapport de l'OMS, ça sont les sources du rapport de l'OMS, 60% des hôpitaux en dehors des métropoles manquent de liaison haut débit. Donc ça aussi, ça fait quand même réfléchir cette inégalité d'accès, cette fracture numérique existe partout. Et d'autre part, il y a la notion d'interopérabilité des structures et de transparence, ça a aussi été évoqué tout à l'heure, d'utilisation, en particulier les smartphones, qui ne devraient pas obliger les utilisateurs à échanger leur vie privée pour que des services leur soient abordables. Parce que si nous avons des smartphones qui ne nous coûtent pas très très cher, c'est bien parce que des données sont récupérées et c'est avec ces données qu'une partie effectivement des services proposés sont utilisés. Et donc là, c'est ce que souligne le rapport de l'OMS, et on verra tout à l'heure que certains outils numériques sont disséminés en Afrique. Alors, que dit l'UNESCO? Alors là, j'ai pensé à Michel. Que dit l'UNESCO? Alors, l'UNESCO, là aussi, va donner son cadre de réflexion sur lequel elle a basé ses recommandations. Alors, l'UNESCO dit que les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de traiter des données par un processus s'apparentant à un processus intelligent et comportant des fonctions de raisonnement, d'apprentissage, de perception, d'anticipation, de planification ou de contrôle. Donc on voit que c'est le fond du cadre est à peu près le même, mais chacun développe un peu plus. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'UNESCO, dans ses recommandations, propose de mettre en perspective le respect et la protection des droits de l'homme, les libertés fondamentales, la dignité pour permettre l'accès de tous les pays aux technologies de l'intelligence artificielle. Et donc là, il est évident que l'UNESCO veut quelque chose de beaucoup plus large que ce qui est, entre guillemets, organisé par le fonctionnement du marché, hein, de l'aspect purement financier ou commercial, l'offre et la demande. Alors, ce rapport des recommandations de l'UNESCO, il a été adopté en novembre 2021 à l'Assemblée générale de l'UNESCO, mais comme disait tout à l'heure, comme vient de dire Michel, autant pour
pour l'OMS que pour l'UNESCO, on a tous ces pays. Donc, qui va appliquer plus ou moins? Donc ça, nous restons dans les, pas dans les projets, mais dans les bonnes paroles. Voilà. Et donc, ce que rappelle aussi l'UNESCO, c'est que dans les pays qui ne disposent pas de mesures politiques, et bien, de législation ou de compétences technologiques, il faudra essayer de réduire la fracture numérique. Et vous verrez, je vais vous expliquer que nos amis africains se sont bien développés dans ce sens-là. Alors, les domaines stratégiques de l'UNESCO, il faut quand même avoir ça en tête parce que quand on réfléchit en général sur l'intelligence artificielle, eh bien, j'ai retenu ceux qui nous intéressent essentiellement. Alors, ce n'est pas uniquement la santé. On voit la question de sensibilisation et d'éducation, la notion de culture, la notion, bien sûr, d'éducation et de recherche, la communication et l'information, on vient d'en parler tout à l'heure, et enfin, la santé et le bien-être social. Mais je peux dire aussi que si on pense à la santé et au bien-être social, on peut aussi élargir à l'ensemble des quatre problématiques précédentes pour les développer. Alors, quelle est la position de l'usage de l'intelligence artificielle en Afrique et au Maghreb? Alors, l'UNESCO a tenu un forum en 2018 au Maroc, à Ben Guérir, et c'est intéressant parce que un certain nombre de situations ont été retenues. Alors, essentiellement le fait que l'intelligence artificielle pouvait être utilisée de manière totalement inappropriée. Si c'est utilisé de manière inappropriée, ça peut donc limiter l'exercice des droits humains et perpétuer des discriminations au détriment des groupes les plus défavorisés. Et je pense que la question des biais a toujours été quelque chose qui a dominé dans la collecte des données. Et effectivement, si on n'a pas des informations sur les groupes défavorisés, eh bien, ils ne pourront jamais être pris en compte. Alors là, cette déclaration encourage les gouvernements, l'Union africaine, etc., à promouvoir une intelligence artificielle équitable, basée sur les droits humains et accessible à tous. Donc, on est bien là dans les grands projets, dans les grandes... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à Ben Guérir, les pays participants, il y avait une quinzaine de pays africains qui étaient présents et qui ont signé cette déclaration. Il est reconnu que, bien entendu, c'est un vecteur d'émergence des économies qui s'appuie sur les cultures, sur les valeurs et les savoirs endogènes. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur les savoirs endogènes. Je crois que ça, c'est quelque chose de particulièrement important. J'en reparlerai à la fin, mais ça fait le lien avec la présentation de Philippe Charlier ce matin. Dans la mesure où Philippe a présenté en fait des collections de données qui étaient vraiment ciblées avec certains éléments et systématiques, c'était à la limite, en 1930, une première base de données. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce que ces savoirs-là, qui sont répertoriés de manière sous forme de fiches, peuvent être numérisés, peuvent être utilisés différemment. Et l'intérêt de la numérisation, ce n'est pas uniquement la conservation, etc. C'est aussi d'offrir un système de référence qui peut être utilisé par les chercheurs pour développer la recherche. Et je trouve que, et c'est une des préoccupations des savoir-faire, la protection des savoir-faire, de la même façon qu'on protège la médecine, qu'on protège les médecines traditionnelles, les langues traditionnelles, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai déjà échangé avec Michel Bergeron pour parler de la réflexion qu'on va essayer de conduire dans ce domaine-là. Alors, bien entendu, le deuxième point, c'est l'éducation. Et c'est sûr, on sait très bien que ces pays ont besoin ils n'ont pas le même niveau de formation, mais je pense que c'est particulièrement important pour favoriser la recherche et pour favoriser les professionnels. Et enfin, collecter des données pour améliorer la surveillance, le suivi écologique et la gestion durable des ressources. Et là, on va dans la question de la protection de l'environnement et puis l'autonomie, la vie privée, ça a déjà été dit.
Alors, quels sont les développements qui ont été faits en Afrique? Alors, les pays en développement, alors, ce ne sont pas les cibles prioritaires des géants de l'informatique. Bien, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vendre beaucoup de choses, là. Donc, c'est vrai qu'on verra que les outils numériques sont développés, mais les GAFAM, etc., ne sont pas... mais malgré tout, la santé est quand même un domaine qui les préoccupe, enfin, qui les intéresse, ça peut être un champ là-dessus. Et donc, c'est un fort domaine d'impact. Alors, bien sûr, ce qu'on vient de dire, c'est difficultés, la fracture numérique, le manque de formation. Alors, dans l'Afrique subsaharienne, pour rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a des centres de formation technologique qui ont été faits. Et donc là, la première chose qu'a signalé Marius Guédoté, c'est l'ouverture du laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle par le géant Google à Accra, au Ghana. Donc voilà, voilà. Alors, et donc, ils ont créé un African Institute for Mathematical Sciences et qui développe un master en intelligence artificielle. Donc là aussi, c'est ouvert à la discussion, ça a du bon et ça a peut-être du moins bon. Et d'autre part, plusieurs masters en sciences des données, sciences de la robotique ont été créés dans plusieurs pays, comme le Bénin, Marius est du Bénin, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., Burkina Faso. Alors, il y a aussi des volontés politiques, et je pense que ça, c'est certainement plus intéressant. Et là, on voit aussi l'intérêt des gouvernements, de l'Union africaine, etc., de promouvoir ça. En particulier, création au Bénin d'une cité internationale de l'innovation et du savoir qui s'appelle SEMCity, qui permet formation de pointe innovante, soutien aux entrepreneurs, aux start-up et programmes de recherche. Et puis, également des initiatives financières, un fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, et puis des start-up qui débutent dans ces pays-là sur les modèles, bien sûr, sur les modèles occidentaux. Alors, quelle est la pénétration des outils numériques en Afrique? Alors, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal parce que, et alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils sont adaptés à la population à laquelle ils sont vendus? Parce que ça, c'est un problème numéro un. On sait très bien, le logiciel Watson qui avait été proposé à un moment en Finlande et qui n'avait pas les données des malades de Finlande, n'avait pas pu être mis en place, il a fallu changer un certain nombre de choses. Donc là, on peut s'interroger. Mais bon, donc un certain nombre de choses existent, un marché existe, il faut voir qu'en Afrique, bien entendu, beaucoup de gens ont leur smartphone, donc il n'y a aucun souci, et donc effectivement, ils veulent utiliser les techniques. Donc il y a plateforme de e-diabète, il y a un logiciel au Mali pour la gestion et les stocks de médicaments, au Bénin, prise de rendez-vous avec un carnet de santé partagé. Bien entendu, tout le monde n'y a pas accès, c'est évident. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, et c'est signalé depuis longtemps, c'est la livraison de médicaments et de sang avec des drones dans les pays, dans les zones qui ne sont pas accessibles en Afrique. Au Sénégal, CNGO Santé, localisation des structures sanitaires, valise de télémédecine connectée avec échographie pour les consultations prénatales. Et au Cameroun, plateforme e-health center au niveau de l'hôpital pour les hôpitaux au niveau de différentes prises en charge. Donc, sont quelque chose, ces outils, et je pense effectivement que si c'est associé vraiment à une politique du pays, une vision générale du pays, ça peut être très intéressant, très positif. Alors, l'UNESCO au Maghreb. Alors, l'UNESCO au Maghreb, alors il y a eu un mapping en 2021 de la situation de l'intelligence artificielle pour la santé au Maghreb, et alors sur le terrain. Donc là, ce que m'a préparé Tasnim Masmoudi pour vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord qu'en Tunisie, effectivement, il y a un tissu associatif avec des startups qui est de plus en plus riche. En particulier, il y a eu la création d'Instadib, qui est une start-up
start-up tunisienne avec le leader européen BioNTech pour développer des nouvelles immunothérapies basées sur une plateforme technologique. Donc je pense que ça c'est particulièrement intéressant parce que là on voit qu'ils entrent dans le système avec un niveau quand même et des capacités de développement qui sont intéressantes. D'autre part, fabrication de robots intelligents. Et pendant la crise du Covid-19, ils ont déployé un robot pour patrouiller dans la capitale tunisienne et surveiller le respect du confinement par les autorités. Alors, on pourrait discuter beaucoup là-dessus, sur les robots, sur qui fait quoi, jusqu'où. Donc voilà. Ensuite, il y a 5 masters professionnels qui ont été développés. Et Tasmin a identifié 68 publications dans PubMed qui viennent d'équipes tunisiennes. Donc, tout à l'heure, je disais en Afrique, on essaie de développer les nouvelles formations, on va développer les équipes de recherche, mais là, on voit bien qu'ils ont déjà amorcé cette activité. Et donc, il y a une stratégie pour l'intelligence artificielle. Alors, pour terminer, je veux dire un mot de la cybercolonisation. Parce que l'intelligence artificielle, bien sûr, ça constitue un levier important de développement, mais il y a des risques d'exploitation accrue des données par des compagnies étrangères avec des conséquences négatives. Et donc Cédric Villani dit, si vous exploitez une ressource locale en mettant en place un système qui attire la valeur ajoutée pour une autre économie, à ce moment-là, c'est une cybercolonisation. Et donc là, je pense que ça, c'est un vrai souci. Ce risque est réel parce qu'il n'y a pas de cybersécurité en Afrique. Et d'autre part, il a été répertorié 80 data centers, donc 45% d'augmentation entre 2014 et 2018. Si on sait que les data centers, ça a été évoqué tout à l'heure, ont une grosse consommation énergétique, et que l'Afrique, malgré tout, n'a pas cette dette que les pays développés ont, on comprend pourquoi il y a des data centers à ce niveau-là. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi vont-ils être utilisés, etc. Donc là, c'est quand même tout à fait autre chose, ça pas du tout de lien avec la santé. Et donc, je reviens là à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les savoirs autochtones, avec une question qui est une question majeure, qui s'est posée déjà depuis 2012. Il y a eu des rapports au niveau de l'OMS à ce sujet, qui est la question du pillage du vivant, qu'on appelle la biopiraterie, puisque certains laboratoires pharmaceutiques ont développé des brevets à partir de plantes qu'ils ont isolées dans les pays du Sud, et pour lesquels, bien sûr, les pays du Sud n'ont eu quasiment aucune retombée. Donc je crois que ce que Cédric Villani dit sur la cybercolonisation, ça rejoint cette histoire de piraterie, de biopiraterie. Et je crois que là, c'est pas qu'il est question de les protéger, c'est pas ça. L'idée n'est pas là. L'idée est que la situation, qu'on soit au courant de ces dangers, qu'on soit au courant des risques, qu'on soit au courant des limites, et qu'au fond, ce que veulent les pays émergents, c'est leur intelligence artificielle, celle qu'ils vont faire eux-mêmes et pour eux-mêmes. Voilà. Donc, merci de votre attention. J'ai dit très bonne conclusion, parce que lorsqu'on a fait la déclaration sur la bioéthique à l'UNESCO, les pays nous disaient, les pays émergents, on ne veut pas que de l'argent, on veut arrêter l'exode des cerveaux, avoir notre capacité, nos laboratoires, nos capacités de recherche, parce qu'autrement, on s'en va travailler dans d'autres pays. Voilà, et il y a un élément PDF. qui est important dans tout ce que tu as dit, c'est dans les grandes organisations, c'est Voilà. je reviens là-dessus, la souveraineté des États, mais aussi se développe ici avec notre scientifique en chef, ce qu'on appelle la diplomatie scientifique. Comment rapprocher les chercheurs des décideurs? Je n'élaborerai pas Sinon, là-dessus, vous prenez mais l'autre version si vous préférez. une perspective très intéressante.